Bonsoir à tous et merci à Edouard Kuckerman de s'être libéré ce soir. Cette rencontre, parfois elles sont présentielles, parfois elles sont, comme on dit, en distanciel, s'inscrit dans le cadre des programmes des rencontres que GEM a conçu, qui s'appelle GEM Israël, pour permettre à chacun de ceux qui manifestent leur intérêt de dialoguer directement avec des acteurs de terrain. Bien sûr, on a l'information par les médias, on peut lire un certain nombre de choses, mais il nous a semblé que rien ne pouvait, euh, qu'il nous fallait nécessairement parler avec des gens qui connaissent le terrain parce qu'ils ont un regard qui est moins filtré et qu'ils nous parlent davantage de la vérité des faits, de la vérité des situations. On a la chance de recevoir ici ce soir Edouard Kuckerman. La chance et la joie et l'honneur. En fait, nous le connaissons très bien. Pour un certain nombre d'entre nous, c'est un enfant de GEM. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas GEM quand il a fait sa bar mitzvah à Copernic, mais c'est un enfant de GEM. C'est l'un des enfants aussi de Roger Kuckerman, qui a été, comme vous le savez, président du CRIF pendant un certain nombre d'années et plusieurs fois d'ailleurs. Et Edouard est parti en Israël faire son alia dès l'âge de 18 ans, juste après le bac. Il a fait son armée, il a fait un certain nombre de choses et tout de suite, il s'est investi dans la tech israélienne et c'est devenu l'un des grands acteurs de la technologie israélienne, de ce qu'on appelle la Startup Nation, soit par les entreprises à la fondation desquelles il a été associé, soit parce qu'il a monté l'un des pionniers, un des fonds de VC pionniers de capital risque en Israël. Il a monté depuis d'autres fonds. Il dirige également une banque d'affaires spécialisée dans un certain nombre de choses, dont la tech. Et donc, c'est un expert vraiment de l'économie israélienne et de la Startup Nation, comme on l'a appelé. Mais également, il est, du fait de ses activités de réserviste et des talents de négociateur qu'il a développés, il a été, au cours de l'histoire, très impliqué dans les dispositifs de négociation et de libération des otages qu'Israël a été amené à concevoir au cours de son histoire. Donc c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien une partie des problématiques qu'Israël doit aujourd'hui si douloureusement affronter. Et donc, à ces divers titres, nous sommes heureux de lui passer la parole et de l'entendre. Je démarrerai par quelques questions et puis après, n'hésitez pas à en poser. Et c'est Bernard Largeau qui me les retransmettra pour que je les pose à Edouard Kuckerman. Edouard, peut-être tu pourrais brièvement nous expliquer un peu, par tes mots à toi plus que par les miens, ton parcours, ce qui t'a marqué au cours de ces années. Et aujourd'hui, ce soir, peut-être nous faire un point sur l'impact sur l'économie, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu, mais l'impact sur l'économie israélienne, sur la tech, sur l'immobilier. Enfin, peut-être on pourrait commencer par, quand tu nous auras donné ton point de vue, nous expliquer un peu l'impact sur l'économie israélienne. Bonsoir et merci pour cette invitation. Je pense que la présentation a été assez complète. J'ajouterais peut-être une note un peu plus privée et personnelle parce que je suis également le père de trois enfants et deux d'entre eux sont aujourd'hui au service militaire, l'un en tant que réserviste, un commandant d'unité qui intervient dans Gaza, et le plus jeune qui est officier d'unité d'élite qui est, au moment où je vous parle, dans Gaza. J'ai un troisième fils qui, lui, a fait une carrière de sportif, il est champion d'Israël de tennis. Et donc, je suis très fier de ces trois fils, mais surtout, je suis très ému aujourd'hui, sachant la situation préoccupante auquel on fait face à Gaza, de vous parler ce soir, étant donné les circonstances de cette et de l'opération qui est menée en ce moment. Voilà. Maintenant, je vais essayer quand même de me concentrer, de parler, de répondre à vos questions. Peut-être un élément complémentaire. Donc, j'ai effectivement, pendant plus de 15 ans, été dans l'unité de négociation en situation de crise et de prise d'otage, qui est une unité de l'armée. J'étais donc officier de réserve dans cette unité. J'ai été également, pendant de nombreuses années, porte-parole de l'armée. Mais j'ai fait ça en tant que réserviste, puisque mon activité principale et mon activité civile, puisque j'ai créé à la fois la banque d'affaires et mon premier fonds de venture capital il y a 30 ans.
Et aujourd'hui, on a donc une activité qui s'est développée au fil des années, qui consiste à investir principalement dans des sociétés de high-tech mûres. La plus connue d'entre elles, c'est certainement Mobileye, puisqu'on a été le seul venture à avoir investi dans Mobileye, qui est la plus grande investie dans la high-tech israélienne, une société qui a été vendue à Intel pour 20 milliards de dollars et qui est maintenant cotée au Nasdaq. Et on voit évidemment en ce moment l'impact qu'a la crise, la guerre à Gaza sur l'économie israélienne. On la voit d'abord sur les secteurs comme l'immobilier, le retail, et également on le voit, un peu, ça a moins d'impact direct, mais quand même on le voit également dans le secteur de la high-tech. Il y a quelques chiffres peut-être qui sont importants de savoir, c'est que si par exemple depuis le début octobre, la bourse du Nasdaq a baissé de 2%, les sociétés israéliennes qui sont cotées au Nasdaq et sur le New York Stock Exchange ont baissé de 18%. Donc, je pense que le marché américain a peut-être overreacted, a réagi un peu plus que ce qu'elle aurait dû réagir, parce que quand on voit par exemple la bourse de Tel Aviv, elle n'a baissé que de 4%. Et les secteurs et les valeurs qui ont été affectés sont principalement des secteurs traditionnels et pas le secteur de la high-tech. Étant donné que les sociétés de high-tech ont typiquement une activité qui est internationale, par exemple, si je regarde les sociétés de mon portefeuille, elles font moins de 1% de leur chiffre d'affaires sur le marché local. Les activités commerciales des entreprises israéliennes se déroulent à l'étranger, donc il n'y a pas un véritable impact sur le plan des activités commerciales. Il y a évidemment un impact par rapport aux ingénieurs un très grand nombre d'ingénieurs aujourd'hui sont appelés en tant que réservistes et servent aujourd'hui et sont dans Gaza ou aux alentours de Gaza. Et ça peut durer, cette situation, c'est-à-dire l'économie israélienne peut continuer, en tout cas pour la partie de la tech dont tu viens de nous parler, est-ce qu'elle peut continuer à soutenir l'effort de production et de R&D alors qu'ils peuvent être appelés d'un jour à l'autre comme réservistes? Donc moi, en tant que réserviste, je servais à peu près 20 à 30 jours par an et c'est le cas pour l'ensemble des réservistes et ça représente la majorité de la population israélienne. Mais c'est vrai qu'on n'a pas connu la situation qu'on connaît à l'heure actuelle. Parce que quand on voit les conflits précédents, même si on se rappelle de la guerre de Kippour, c'était une guerre qui a duré 17 jours. Là, on est déjà à la troisième semaine, un peu plus que 3 semaines se sont déjà écoulées. Et donc, on est dans une situation où on risque de voir cette guerre durer très longtemps. On peut comparer peut-être cela à ce qui s'est passé pendant la première guerre du Liban. Et donc, c'est une opération militaire qui est pas limitée juste à une intervention ponctuelle, mais c'est une guerre face au Hamas et qui veut dire le processus qui consiste à détruire l'infrastructure du Hamas et détruire le Hamas va durer longtemps. Ce n'est pas un processus qui va être court. On parle de 6 à 8 mois. Et ça va avoir évidemment un impact sur l'économie israélienne. Maintenant, on a su au fil des années s'adapter à des situations de crise variées. On a vu même pendant, par exemple, le Covid, l'économie israélienne était une des rares économies où il y avait une croissance de 3 à 4% pendant la période du Covid. Donc, c'est un des rares pays de l'OCDE qui avait une croissance positive. Et là, l'année dernière, on a eu plus de 6% de croissance annuelle. Si vous regardez en une perspective de 25 ans, on a une croissance moyenne de plus de 4% par an. Donc, l'économie israélienne en général se porte bien et l'économie israélienne dépend de la high-tech. Quand vous regardez par exemple l'exportation israélienne, plus de 50% de l'exportation israélienne est constituée de produits de haute technologie. Et même si vous regardez le reste, quand on parle de low-tech ou de mid-tech, il s'agit par exemple de low-tech de l'agriculture ou des technologies militaires. En fait, toute l'exportation israélienne est liée à la technologie. Et de ce fait, on ne dépend pas du marché local. Il y a des technologies qui ont un potentiel international et qui se vendent sur le plan international. Donc, je pense qu'il va y avoir un impact qui va être évident, mais qui va être plus marqué sur des économies traditionnelles que l'économie de la high-tech.
Évidemment, par exemple, le tourisme va être impacté, l'immobilier va être impacté, le retail est déjà impacté, mais ce qui fait la locomotive de l'économie israélienne, c'est-à-dire ce qui permet la croissance de l'économie israélienne, se fait autour des sociétés technologiques qui, elles, vont continuer à se développer. Et donc, on l'a fait à GEM, mais on peut continuer évidemment, indépendamment de notre devoir, d'investir dans les Israel Bonds. Donc, pendant très longtemps, Israël levait des bonds et je pense qu'aujourd'hui, euh, Israël, euh, si quelqu'un veut investir dans l'économie israélienne, le meilleur moyen de le faire, c'est d'investir dans la tech israélienne. En C'est ce que direct. font beaucoup d'investisseurs étrangers et pas tellement dans les bonds, qui en fait n'est pas vraiment le meilleur moyen pour le gouvernement israélien de se financer. Ce qui avait fait vraiment, ce qui représente aujourd'hui une grande partie du PNB israélien, c'est les taxes qui viennent du succès de la haute technologie. Donc, je pense que en ce moment, on a une période où, par exemple, beaucoup d'organisations humanitaires ont besoin d'aide. Et là, effectivement, il y a beaucoup de dons qui sont faits en ce moment par la communauté internationale. Mais si on parle d'Israël en tant que dans l'esprit d'investir, il est clair que le moteur de la croissance, c'est la high-tech et pas, évidemment pas les obligations israéliennes. C'est clair. Les accords d'Abraham ont un impact sur la résilience de l'économie israélienne, où ils sont très récents, et puis plus généralement, comment ils s'insèrent dans cette situation de guerre que connaît Israël. Alors, les accords d'Abraham ont un impact important, mais je ne pense pas au niveau économique. Il y a un élément géopolitique extrêmement important, puisque si on arrive à passer des accords avec tous les pays qui ont une frontière commune qui sont des pays sunnites modérés, pour nous, c'est un soulagement important. De la même manière qu'on a passé un accord de paix avec la Jordanie, avec l'Égypte, et que ça a permis d'avoir non pas des échanges économiques importants, mais disons d'avoir une sécurité militaire sur deux frontières importantes. Évidemment que des accords avec l'Arabie saoudite auront un impact pour notre région sur le plan principalement sécuritaire. Je pense qu'une des raisons qui a conduit, ou probablement la raison principale qui a conduit l'Iran à, à, lancer cette attaque par le biais du Hamas sur Israël, c'est qu'on était très proche d'un accord entre Israël et l'Arabie saoudite. Et que pour l'Iran, c'est une menace stratégique. Ça peut être perçu par les mollahs iraniens comme une menace stratégique pour le régime chiite. Et donc, ils voulaient prendre toutes les mesures qui soient possibles pour essayer de faire exploser cet accord qui allait être signé dans une période assez courte. Et est-ce qu'en Israël, on prête dans le grand public ou au sein du gouvernement beaucoup d'attention à ce qui se dit au sein des pays qui ont signé les accords d'Abraham? Est-ce qu'on les alimente en information, en communication spécifique? Parce qu'on a bien compris que c'est un enjeu de communication. D'abord, le public israélien a conscience de l'importance de ces accords. Si vous regardez par exemple le nombre de touristes israéliens qui ont voyagé dans les pays des Émirats arabes unis, c'est étonnant. On a également beaucoup d'investisseurs israéliens qui ont investi dans les Émirats arabes unis. On n'a pas vu beaucoup d'investissements des pays des Émirats en Israël. Euh, les Émirats sont tournés autour du tourisme, de l'immobilier, et n'ont pas une expérience ou développé une industrie de la high-tech, donc ils n'ont pas l'habitude d'investir dans la high-tech. De ce fait, quand on regarde les flux d'investissements qui ont été réalisés, on voit plus des investissements israéliens vers les Émirats que le contraire. Donc là, il y a, je pense, du côté israélien en tout cas, on a pris conscience de l'importance de ces accords, mais encore une fois, on voit ça comme sur un angle stratégique et pas un angle tellement qui est tourné autour de l'économie. Mais il y a des relations de communication, des relations politiques privilégiées en ce moment avec ces différents pays?
pour faire en sorte que qu'ils arrivent d'une manière ou d'une autre à maîtriser leur opinion publique intérieure. Alors c'est vrai que dans certains pays, en particulier en Égypte et en Jordanie, la situation est compliquée parce que 85% de la population jordanienne est d'origine palestinienne et on connaît le poids des frères musulmans en Égypte. C'est en fait, le Hamas est issu des frères musulmans. Donc il y a une pression très forte dans ces deux pays de la part de la population qui aujourd'hui manifeste contre Israël. Donc, il y a cette pression et je pense que c'est très difficile de communiquer. On voit qu'il y a également des problèmes de communication, même en Europe, ou aux États-Unis, quand on voit les manifestations pro-Hamas dans les rues de Paris, de Londres et de Chicago, New York. Et on voit évidemment ce qui se passe en Russie en ce moment, où il y avait une prise, où il y avait un groupuscule islamiste qui a essayé de bloquer un avion où il y avait des passagers israéliens. Donc on a cette pression internationale. Ce n'est pas une situation facile. Je ne pense pas que la communication fasse beaucoup d'effet par rapport à cette population qui manifeste. Donc on ne peut pas se leurrer, mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui est très forte de la part des leaders des pays occidentaux, en tout cas, que c'est une menace pas seulement sur Israël, c'est une menace pour toutes les nations. La menace djihadiste, c'est une menace pour toutes les nations civilisées et toutes les nations qui voient ce qui se passe en ce moment à Gaza et qui comprennent, les leaders comprennent que le risque n'est pas limité à Israël. C'est un risque qui pèse sur l'ensemble des pays occidentaux. Et c'est pour ça qu'on a quand même le soutien principalement de Biden et des États-Unis, mais également on a un fort soutien des leaders européens. C'est sûr que ici, notre rôle, c'est d'expliquer au plus grand large public possible qu'en fait, c'est d'eux qu'il s'agit, parce que la guerre, elle a été déclarée mondialement contre le monde libre, contre les hommes et les femmes qui veulent vivre libres. C'est notre défi ici. Hein. Tu as parlé de la pression internationale. Comment est-ce que cette pression, d'après les informations que tu as, elle conduit le gouvernement à modifier sa stratégie militaire? Est-ce qu'elle l'a conduit à modifier sa stratégie militaire ou pas en matière de libération des otages? Comment est-ce que les Israéliens... En Israël, la priorité, elle est toujours... Il y a deux objectifs pour l'armée israélienne et pour Israël. C'est d'une part détruire le Hamas et d'autre part libérer les otages. Maintenant, il est évident qu'il y a une pression internationale pour faire en sorte qu'un couloir humanitaire soit offert à la population palestinienne à Gaza. Les Israéliens refusent de fournir, et à juste titre, du fioul parce qu'on sait que ça va permettre au Hamas de combattre plus longtemps. Donc, jusqu'à présent, malgré la pression internationale, Israël a refusé de coopérer en refusant le transfert de fioul sur la bande de Gaza. Par contre, le couloir humanitaire vers le sud de Gaza, c'est quelque chose qui est dans l'intérêt d'Israël parce qu'on veut transférer la population civile du nord de Gaza vers le sud de Gaza. Donc, si les conditions permettent à la population d'avoir une aide humanitaire dans le sud de la bande de Gaza, il y a plus de chances que le transfert de population soit fait pendant cette période de conflit. Mais aujourd'hui, vu de très loin, vu de France en tout cas, on a l'impression qu'évidemment, sous main, il y a des discussions, je ne sais pas si on peut appeler ça des négociations. Évidemment, ce qui nous est remonté par les médias, c'est qu'un jour, c'est à l'arrêt, le lendemain, on nous dit c'est un bon espoir. Est-ce qu'avec ton expérience, tu peux nous décrypter un peu cette situation-là? Donc, jusqu'à présent, les seuls qui avaient un pouvoir d'influence sur le Hamas étaient les Qataris. Les Qataris ont financé le Hamas, ils ont financé à hauteur de près d'1 milliard de dollars par an. Et donc, le Hamas dépend financièrement, il a dépendu financièrement principalement des Qataris. C'est vrai qu'il y a de plus en plus ces derniers temps d'aide de l'Iran
puisque si on regarde depuis le début de l'année, 85% du financement du Hamas a été fait par l'Iran. Mais malgré tout, les Qataris ont une grande influence. Et donc, c'est eux qui ont réussi à passer un accord sur les personnes qui ont été libérées initialement. Mais on a l'espoir qu'un autre accord soit passé. On a aujourd'hui la problématique de l'intervention de l'Iran dans ces négociations, Ça, qui on le sait. sont Ça, on le prêts sait. à libérer. On sait qu'ils C'est-à-dire que interviennent dans les négociations. ouais, aujourd'hui, la- en fait, le Hamas est représenté dans la négociation par les Iraniens. Et aujourd'hui, la demande de l'Iran, c'est qu'on libère exclusivement les citoyens étrangers et pas les citoyens israéliens, ce qui ne facilite pas la négociation. Pour les Israéliens, on souhaite la libération de la totalité des otages, que ce soit israéliens ou pas israéliens, et que ce soit des soldats ou des civils. Donc un point de vue qui est vraiment différent du point de vue des Qataris ou du Hamas, mais on pense que tant qu'on fait une pression forte sur le Hamas au sein de Gaza, on a plus de chances d'accélérer le processus de négociation. On a vu que si on laissait faire, on a pu libérer quelques otages au bout de 3 semaines, 3 semaines après octobre 7. C'est pas un rythme qui est supportable. On a vu avec Gilad Shalit, il a fallu attendre des années avant d'arriver à un accord. On ne peut pas on peut pas rester en situation passive. Et le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est de faire pression sur le Hamas en intervenant militairement sur le terrain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'Israélien qui est impliqué dans les discussions sur la libération des otages. Ça se passe entre l'Iran et le Qatar. Le chef du Mossad est parti le week-end dernier au Qatar. Donc, les Israéliens discutent avec les Qataris. Il est clair qu'on ne discute pas directement avec le Hamas et que c'est le Qatar qui aujourd'hui a une position privilégiée vis-à-vis du Hamas. Mais les Israéliens ont des relations avec le Qatar. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, ce sont les seuls à pouvoir avoir un dialogue sur ce sujet. Il y a une pression internationale, mais c'est les seuls qui ont vraiment un pouvoir d'influence. Évidemment, les Iraniens ont un pouvoir d'influence, mais les Iraniens ont un agenda qui est complètement différent du nôtre. D'accord. Et En fait, on sait que la nation qui orchestre tout ça, c'est l'Iran. On a vu aujourd'hui encore des missiles qui ont été tirés du Yémen. On a les attaques du Hezbollah du Nord, donc un mouvement chiite financé, qui a été formé, tout l'équipement vient de l'Iran. Et on a le Hamas qui a été également non seulement financé par l'Iran, mais les leaders ont été formés et ils ont eu tout l'équipement militaire en provenance d'Iran. Donc on est dans une situation où on est face à l'Iran par le biais des 3 proxys qui sont proches d'Israël, qui sont frontières d'Israël. Donc on est face à cette menace, mais tout est orchestré par l'Iran. Donc on est en fait en conflit avec l'Iran, mais aujourd'hui il n'y a pas de guerre directe entre Israël et l'Iran, mais on sait que tout démarre de l'Iran. Donc à un moment donné, il va falloir régler le problème à la source, mais pour l'instant, on se concentre sur notre mission principale, qui est à l'heure actuelle la bande de Gaza et le Hamas. donc l'idée de la stratégie israélienne, c'est d'affaiblir l'Iran en affaiblissant ses proxys, en affaiblissant ses représentants régionaux. Ouais, je pense pas je pense que les Iraniens se fichent de la situation au Liban, même des morts du Hamas. Eux, ils s'intéressent qu'à une seule chose, c'est de maintenir leur puissance en Iran et le régime des mollahs en Iran. Donc, de la même manière que le Hamas se fiche de la population civile euh, palestinienne à Gaza, le Hezbollah se fiche de la population civile libanaise. Ils ont un agenda pour eux, pour l'Iran, c'est d'utiliser ces proxys, de les exploiter, même s'il y a une grande partie de la population locale va en souffrir.
Donc, on est dans cette situation où, à un moment donné, il va falloir régler le problème à la source. Alors, peu importe si c'est aujourd'hui ou dans un mois ou dans un an, mais un jour, je pense que l'ensemble des pays qui comprennent le danger que représente l'Iran va traiter ce problème à la source. Il y a un proxy dont on n'a pas parlé, on a une question en ce sens, et le Yémen. Apparemment, il y a des rumeurs selon lesquelles il aurait déclaré la guerre à Israël aujourd'hui. Oui, ouais, c'est confirmé. C'est Là, le confirmé. Yémen oui, oui. Le Yémen est également, tout l'équipement du Yémen vient de l'Iran. Ils ont tous les missiles qui ont été tirés sur Israël sont des missiles qui ont été fournis par l'Iran. L'équipement le plus avancé qu'ils aient fourni dans la région, c'est un équipement qui a été fourni au Yémen. C'est ce qui a d'abord provoqué le conflit entre l'Arabie saoudite et l'Iran, puisque le Yémen a bombardé les sites pétroliers d'Arabie saoudite. Et donc, intelligemment, l'Iran utilise ces proxys pour tous les conflits régionaux. Mais il y a une Et je déclaration. pense que ce qui vraiment provoqué cette guerre, c'est le fait que Israël est la seule puissance militaire importante dans la région qui peut faire face à l'Iran. Depuis que la Russie, parce que la Russie se focalise sur le problème en Ukraine, la guerre en Ukraine, aujourd'hui, et depuis que Obama s'est retiré de la région, avec la fameuse ligne rouge qu'il avait déterminée si les Syriens utilisaient l'arme chimique, et en fait, il n'a rien fait. Aujourd'hui, il n'y a vraiment pas de superpuissance dans la région et l'Arabie saoudite, avec le soutien d'Israël, peut faire face à l'Iran aux menaces iraniennes. Et c'est ce que l'Iran voulait éviter. Donc c'est ce qui a provoqué, à notre avis, cette initiative de l'Iran de tout faire pour faire exploser en vol l'accord qui allait être signé entre Israël et l'Arabie saoudite. Euh, et la Russie, elle est très active ou elle fait le service minimum pour continuer à dérouler son plan d'invasion de l'Ukraine. La Russie a un agenda qui est clair. Ils dépendent beaucoup de l'Iran sur le plan de l'équipement militaire. Donc, ils ont une dette vis-à-vis de l'Iran. Tous les drones qui ont été fournis à la Russie, avec tout l'équipement militaire qui a été fourni par l'Iran à la Russie. Et également, il y a une volonté de la part de la Russie que le conflit entre la Russie et l'Ukraine ne soit pas, soit pas le sujet le plus médiatisé au monde. Donc, cette situation bénéficie à la Russie. De là à dire que la Russie a été l'instigateur de tout ça, je ne crois pas. Je pense que l'instigateur, c'est clairement l'Iran. Mais ils ont un intérêt évident et c'est pour ça qu'ils soutiennent à fond l'Iran dans ce conflit, très clairement. Et l'intérêt de la Russie serait que la guerre dure, que le conflit dure. Oui, et puis également que l'Iran continue de soutenir comme le fait la Russie. Également que les médias ne soient pas focalisés sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Il y a d'autres avantages, c'est que si un conflit régional, le prix du pétrole va monter, donc il y a un intérêt également économique. Je pense qu'ils ont un agenda qui est très clair et ce qui s'est passé dans l'aéroport en Russie n'est pas une vraie surprise. On a parlé au début de la tech, du rôle de la tech israélienne, ainsi de suite. Mais est-ce que c'est pas cette croyance en le fait que la technologie a réponse à tout qui a causé le 7 octobre, c'est-à-dire en faisant une confiance aveugle à la technologie au détriment des moyens humains? Est-ce que c'est pas ça qui a permis le 7 octobre? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une hubris, une démesure autour de la Startup Nation qui a fait croire qu'en fait, avec la technologie, qu'il y avait une espèce de messianisme technologique, que la technologie résoudrait tous les problèmes d'Israël? Est-ce que ça n'a pas compté?
Je pense que ça a compté très certainement, mais c'est pas, à mon avis, si on analyse cet échec du 7 octobre, il y a eu beaucoup de choses qui ont compté. Et je ne pense pas que cet élément-là soit l'élément majeur. Je pense qu'il y avait une conception qui était erronée au niveau du gouvernement israélien sur l'ambition du Hamas. L'idée de dire on va permettre au Hamas de recevoir du Qatar du cash qui va financer la bande de Gaza, c'était une illusion d'optique. Cet argent est allé directement au Hamas et pas à la population palestinienne de Gaza. Il y avait également cette idée de dire on va permettre aux travailleurs de Gaza de venir en Israël. Ça va faire en sorte qu'ils vont avoir quelque chose à perdre. Mais en fait, cette idée était fausse, cette conception était fausse. Et l'ambition du Hamas, elle est très clairement déclarée dans la charte du Hamas. C'est la destruction de l'État d'Israël. Et donc, il y avait, à mon avis, au sein à la fois du gouvernement israélien, mais au sein de certains leaders militaires, une mauvaise conception. Évidemment, il y a eu des erreurs d'interprétation de l'information qui ont été majeures le même jour. Il y a eu ce qui a été, à mon avis, la chose la plus difficile à supporter pour nous, c'était de voir le manque de réactivité de la part de l'état-major par rapport. Ils étaient pendant quelques heures dans un état de choc et qu'on a perdu de nombreuses heures qui ont coûté la vie de beaucoup de gens, beaucoup de civils. Il y avait le fait qu'on a mis beaucoup de, par exemple, dans l'unité de mon fils, il y a 2 tiers de l'unité qui étaient en vacances ce jour-là. Et si on avait alerté les unités à temps, on aurait pu éviter le massacre. Il y a eu également beaucoup de personnes qui ont été maintenues au lieu de les maintenir sur la frontière de Gaza. Ils ont été envoyés pendant ces jours de fête dans la région de Judée et Samarie. Et ça a également eu un impact. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées qui ont eu un impact majeur, mais je pense que l'élément de la techno, ou de to blame it on the technology, je ne pense pas que ce soit vraiment la véritable raison de cet échec. Il y a eu d'autres raisons plus importantes. On a des questions autour des agences de communication et notamment MENA Presse et plus globalement du savoir-faire en matière de communication israélien. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, puisqu'on a reproché pendant des années aux Israéliens d'être finalement assez mauvais, assez en retard de la main en matière de communication. Vous savez, moi j'ai été porte-parole pendant de nombreuses années. Je me rappelle, par exemple, j'étais à l'époque, j'étais dans l'unité de négociation au moment du Marmara. Et j'avais sur le Marmara 2. Par contre, sur le Marmara 1, j'étais porte-parole de l'armée et je suis allé à la conférence de presse pour expliquer ce qui s'est passé. Et je me rappelle, il y avait à peu près 120 journalistes. La plupart des journalistes présents là-bas étaient des journalistes arabes. Même quand on était à Bethléem, et j'étais dans l'unité de négociation, quand il y avait le siège sur l'église de la Nativité, il y avait 5000 journalistes. À un moment donné, on a organisé une conférence de presse. Il y avait à peu près 200 journalistes. Tous les représentants des médias internationaux qui étaient présents dans les territoires étaient des journalistes arabes. Que ce soit les journalistes de l'AFP ou de Reuters, etc. C'était très difficile. Il y avait très peu de journaux qui essayaient d'avoir une position objective. Donc, on a beau vouloir communiquer et on essaie de communiquer, il est très difficile de communiquer. D'abord parce que l'armée israélienne, moi je me rappelle quand j'étais porte-parole, on me disait si tu donnes une information qui est erronée, c'est la dernière fois que tu donneras une information. On a vu cet exemple-là quand il y a eu l'attaque autour où il y a eu des missiles qui ont été tirés à côté de l'hôpital à Gaza. On a mis 4-5 heures avant de savoir ce qui s'est véritablement passé. Dans tous les médias internationaux, en particulier la BBC, on a repris les déclarations du Hamas comme quoi il y avait plus de 500 morts et que c'était la responsabilité des Israéliens. Alors c'est vrai que on a mis du temps, on a perdu beaucoup de temps,
mais à la fin du compte, on a une information qui est précise. Et c'est la façon d'agir d'Israël qui est très différente de ce que peut avoir le Hamas. Alors c'est vrai qu'on n'a pas la même réactivité qu'aujourd'hui à l'ère et des WhatsApp et des réseaux sociaux, les gens veulent avoir l'information en temps réel. L'armée ne peut pas offrir cette information en temps réel et c'est un handicap. D'un autre côté, c'est également aux médias internationaux de faire un travail professionnel et un travail sérieux avant de faire des effets d'annonce. Quand on voit ce qui a été publié dans BBC, c'est inacceptable. Donc, il y a eu d'ailleurs il y a, il y a une, il y a une vidéo que je vous recommande de voir de Eretz Nehederet qui a fait justement un petit film là-dessus sur l'attitude de la BBC sur ce qui s'est passé à l'hôpital. Donc, il est très difficile, c'est un peu prétentieux de se donner l'illusion qu'on a un pouvoir d'influence sur les médias internationaux. C'est pas parce qu'on fait des déclarations que Libération ou Le Monde va publier ce qu'on souhaite, les messages qu'on veut faire passer. Aujourd'hui, chaque personne a son portable, les médias prennent l'information des sources qu'ils souhaitent, et il y a très peu de journaux, par exemple français, à l'époque, je me rappelle, il y a 15-20 ans, il y avait des journaux français qui avaient un représentant sur place en Israël. La plupart du temps, c'est plus le cas. Ils obtiennent leurs informations d'agences et tout simplement des réseaux sociaux. Et c'est très difficile de contrôler, de vérifier, de valider l'information et ils transfèrent cette information. Et je pense que c'est pas un travail que enfin, les Israéliens ont très peu d'influence là-dessus. Donc, il faut vivre avec. Il faut vivre avec. Et puis, il y a la loi il y a la loi des chiffres et des nombres. On a 2 milliards de musulmans dans le monde. Et même si chaque Israélien participe dans les réseaux sociaux et essaie de faire des campagnes, à la fin, il y a la loi des grands nombres qui joue. Et donc, on est dans une situation où on est dépassé. Il faut continuer l'effort, hein, mais c'est un effort qui est très difficile à mener. On a une question sur est-ce que la problématique de contrôle des gisements de gaz, euh, au profit des Russes et des Iraniens, enfin, ça pourrait être leur rêve, de mettre la main sur les gisements de gaz, est-ce que ça a pu jouer un rôle dans le déclenchement de cette guerre? Non. Quand vous dites gisement de gaz, quel gisement de gaz au Liban ou ailleurs? Je comprends pas. Oui, je pense que c'est au Liban. Non, d'abord, l'exploration qui a été tentée au Liban a échoué là, il y a quelques semaines, donc je ne pense pas qu'ils veulent vraiment prendre le contrôle. Le Hezbollah a de facto le contrôle du Liban. Donc, bon, il n'y a pas, y a pas vraiment d'opportunité pour eux pour l'Iran, pour la Russie. Ils ont assez de gisements dans la région pour ne pas s'intéresser à ce qui se passe sur les côtes libanaises. Okay. On parlait avant de communication. Il y avait une question plus spécifique sur l'agence MENA-Presse. Oui. Est-ce que tu peux Quelle nous est en la dire? question? La question, c'est est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'il faut apporter du crédit aux informations qui émanent de MENA-Presse? Je ne connais pas bien MENA-Presse. À un moment donné, je suivais, mais ça fait longtemps que je n'ai pas regardé cette source d'information. D'accord. Là, en fait, je reviens sur la question du gaz. Du gaz. Oui. Ah oui, c'est alors peut-être il faudrait un peu l'expliciter votre question sur le gaz pour que je puisse mieux la poser. Dans l'intervalle, on parlait donc de communication. Comment est-ce que vous voyez la réaction des Français à ce qui se passe? Je pense que Macron a une visite qui a été très bien perçue en Israël. Après, la question, c'est les actions qui sont menées. Maintenant, il y a je pense, une bonne initiative. On parle de la création d'un hôpital qui va être qui va être aux frontières de la bande de Gaza, qui va être en mer. Et ça peut être une solution qui va beaucoup aider à résoudre le problème humanitaire. Parce que d'un côté, on ne veut pas transférer du pétrole,
du fioul. Et d'un autre, on ne veut pas heurter la population civile qui sont dans les hôpitaux. Donc, s'ils peuvent être traités dans cet hôpital qui va être établi par la France, ce serait une solution, sachant qu'on sait très bien qu'une grande partie de l'état-major du Hamas se trouve sous les hôpitaux. Donc, on va devoir, à un moment donné, intervenir, mais on aimerait trouver une solution pour la population civile et pour les patients qui sont dans les hôpitaux. Donc, il y a des mesures à prendre. L'idée également lancée par Macron qu'il faut faire une coalition des pays qui veulent combattre le djihad, c'est une initiative qui est extrêmement, je trouve, intelligente parce que le problème du djihadisme est un problème qui ne concerne pas que Israël. Il y a pas, et je pense que aujourd'hui, les seuls à se battre contre le Yémen, contre le Hezbollah et contre le Hamas, aujourd'hui, c'est Israël. Mais à un moment donné, on sait que tous les pays occidentaux sont concernés. Donc, c'est une initiative qui est excellente, mais la question, c'est comment on met ça en application. Donc là, on est encore on est en attente mais c'est vrai que c'est une direction qui mérite d'être étudiée sérieusement. Donc ça, c'est la réaction du gouvernement français. Mais quelle est ta perception, la perception des Israéliens, de la façon dont la population française en général comprend, interprète, se positionne par rapport à ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre? Quand on voit les déclarations de NUPES, les déclarations antisémites des partis d'extrême gauche qui sont là baqués le Hamas, pour moi, c'est terrible. Mais je pense que ça reste quand même une population minoritaire en France et qu'il va y avoir une réaction de la part de beaucoup de gens qui comprennent qu'il y a un vrai danger, que ce danger, si on admet que des actes barbares contre la population civile, on a vu ce qui s'est passé au Bataclan, ce qui s'est passé en Israël, c'est l'équivalent, si on regarde ça par rapport à la taille de la population, à 20 Bataclan, c'est pas quelque chose qui est acceptable. Donc, de la même manière qu'il y a une union de l'ensemble des partis républicains contre les actions qui ont été menées par les terroristes au Bataclan, il doit y avoir cet esprit républicain qui doit permettre une union des forces républicaines contre le djihad mondial qui, peu importe si c'est un djihad qui vient du Hamas, qui vient du Hezbollah ou qui vient du régime des Mollahs. Et donc, tu n'as pas de perception particulièrement négative de ce qui se passe en France. C'est important de l'entendre, ça. Je pense au niveau du leadership politique parmi les partis républicains qui supportent, qui aujourd'hui se manifestent presque tous à l'unisson sauf NUPES, je trouve qu'il y a une réaction qui est saine. Maintenant, après, comment ça va évoluer? Parce qu'on voit cette guerre, elle ne va pas s'arrêter demain. Elle va continuer jusqu'à qu'Israël atteigne ses objectifs. Donc, ce n'est pas une action comme on a pu le voir dans le passé, qui est une action courte. Ça va être une action qui va durer très longtemps. Moi, je me rappelle, il y avait à une époque, à l'époque de la guerre de Kippour, une grande pression sur Golda Meir pour donner de l'aide humanitaire pour les forces égyptiennes qui étaient encerclées à l'époque par Sharon dans le Sinaï. Et Golda n'a pas craqué, elle a continué jusqu'à qu'on libère tous les prisonniers israéliens. Là, on est dans une situation qui est similaire. On ne va pas donner, notamment, enfin j'espère, on ne va pas donner du fioul au Hamas jusqu'à qu'il libère les otages. Donc ça va être une pression qui va monter, pas seulement des Européens, mais également des Américains. Mais on doit trouver des solutions alternatives parce que on parle de couloir humanitaire. Le premier couloir humanitaire qui doit être établi, c'est celui qui va permettre la libération des otages. Alors, je reviens sur des questions sur l'international. Premièrement, le rôle de la Chine. Israël avait cherché à construire des relations d'amitié avec la Chine. Alors là, il y a un rapprochement
qui semble se matérialiser avec l'Iran. Comment est-ce que les Israéliens gèrent ça, interprètent ça, lisent cela? Quelle inquiétude ça peut provoquer chez eux? Nous, on a un bureau dans notre activité banque d'affaires et notre activité de fonds en Chine, à Hong Kong et à Shanghai. Et on a également fait beaucoup de transactions entre la Chine et Israël. Euh, la Chine, elle a un agenda qui est l'intérêt de la Chine. Aujourd'hui, il y a une très grande pression qui a lieu entre la Chine et les États-Unis. Et donc, cette pression a fait que, par exemple, depuis quelques années, la Chine a réduit de manière importante les investissements en Israël. Il est très difficile pour, par exemple, une société israélienne d'aller sur le Nasdaq si elle a un actionnariat important chinois. Donc, on est dans une situation où la relation économique entre la Chine et Israël, euh, euh, les investissements, en tout cas, ont été réduits de manière conséquente. Ça, on a vu ça ces dernières années, ces 5 dernières années, depuis que la tension entre la Chine et les États-Unis a atteint son point culminant avec à l'époque donc Trump et maintenant même avec Biden. Maintenant, on comprend également que l'intérêt de la Chine, c'est d'avoir du pétrole à un prix intéressant, peu importe si ça vient de la Russie ou de l'Iran. Donc, ils ont leur agenda. Cela dit, on a vu quand même, on a développé des relations très privilégiées dans le secteur de la high-tech parce que il y a beaucoup de technologies qui ont été développées en Israël qui intéressent les Chinois. Et comme ils ne peuvent pas racheter ces technologies des États-Unis, ils viennent très souvent racheter ces technologies en Israël. Donc en fait, bon, en ce moment, il y a cette tension autour du conflit et également une tension très forte entre les États-Unis et la Chine, mais à long terme, je pense qu'il y a un intérêt stratégique pour la Chine de coopérer avec Israël et un intérêt également important puisque le marché chinois est un marché à un potentiel très fort pour les entreprises israéliennes. D'accord. Donc, la Chine, on saisit. Et sur la Turquie, question qui nous est posée sur la Turquie, euh, les relations entre Israël et la Le Turquie. problème, ce n'est pas la Turquie, c'est Erdogan. Et le On problème, est c'est dans que une c'est le chef de la situation. Turquie. Le problème, c'est que c'est le chef de la Oui, Turquie. oui, pour l'instant, il a gagné les dernières élections. À- Ça a été vraiment à quelques pourcentages, il a gagné les élections. Mais je pense que, par exemple, dans notre fonds, on a des investisseurs chinois et on a des investisseurs turcs. Parce qu'ils ont un intérêt économique à développer des échanges avec Israël. Et donc, le fait que Erdogan, au niveau politique, il essaye d'être populiste en présentant en supportant les frères musulmans. On l'a vu d'ailleurs pendant le Marmara, c'est lui qui a organisé la première flottille du Marmara et c'est lui qui a organisé la deuxième flottille du Marmara. À l'époque, j'étais dans la première flottille porte-parole et dans la deuxième flottille, j'étais dans l'équipe de négociation pour stopper cette flottille. Donc on est dans une situation où on sait quel est l'agenda de Erdogan, mais je pense que le peuple turc n'a pas la même les peuples turcs ne souhaitent pas que la Turquie intervienne dans la bande de Gaza. Mais Erdogan a un autre agenda, qui est un agenda politique et religieux. On a ok. On a des questions sur l'après. Et peut-être, avant de parler de l'après, on a une question sur la coalition que Macron a prônée, parce qu'elle pourrait engager une certaine forme d'après. Euh, Est-ce que des pays la rejoignent? Est-ce qu'elle est travaillée ou c'est de la communication? Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir et avec qui? Mais moi, ça fait 40 ans que je ne suis pas en France, donc c'est difficile pour moi de juger vraiment ce qui se passe en France, mais vous pourrez très certainement demander à mon père, il aurait une bonne réponse à ce sujet. Non, mais on voit que diplomatiquement, est-ce qu'en Israël, vous entendez dire qu'il y a des pays qui seraient d'accord pour rejoindre cette grande coalition internationale?
Je pense qu'il y a un intérêt de la part de toutes les forces occidentales de rejoindre une coalition internationale contre les djihadistes. Et que et que aujourd'hui, la plupart aujourd'hui des pays sunnites sont des pays modérés. Donc le problème vient de l'Iran. Maintenant, est-ce que le problème de l'Iran qui finance le terrorisme international est un problème qui est limité à Israël? Non, il faut qu'il soit traité au niveau international. Maintenant, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas une vraie coalition qui est mise en place sur le terrain. Donc, Israël, excusez-moi, mais fait le sale boulot. C'est ce qu'on fait en ce moment. On doit combattre à la fois le Hamas, le Hezbollah et peut-être demain le Yémen. Cela dit, à un moment donné, il va falloir traiter le problème à sa source. Donc, si personne ne s'allie à Israël, on va devoir faire malheureusement le travail nous-mêmes. Et sur Aujourd'hui, l'après. d'ailleurs, oui, pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Non, non. Non, aujourd'hui, le problème, c'est pas également, c'est pas seulement l'Iran, mais également quand on parle du Qatar, ils ont un rôle problématique parce qu'ils ont financé le Hamas. Il y a Khaled Mashal et Ismail Haniyeh qui sont basés là-bas. On est dans une situation où les leaders du Hamas sont logés chez les Qataris. Alors c'est vrai qu'ils sponsorisent le Paris Saint-Germain, mais ils sponsorisent également le Hamas. C'est eux qui financent le Hamas depuis de nombreuses années. Donc à un moment donné, il va falloir voir qui sont les vrais alliés et qui sont les pays qui vont véritablement combattre le terrorisme. Et le Qatar devra faire un choix. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pourrait redéfinir la carte des alliances, quoi, et des positionnements. Je pense que c'est passé le 7 octobre va changer les donnes dans la région. On a des questions sur l'après. D'abord, peut-être une question très technique, mais qui est importante. C'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait une meilleure couverture du terrain en Israël par des journalistes? Comment on fait pour qu'il y ait des journalistes israéliens accrédités? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avant qu'on parle de l'après? Déjà, il y avait de nombreuses initiatives qui ont été prises. Je sais que le CRIF, par exemple, a amené pas mal de délégations de journalistes en Israël. On a, je pense que le meilleur moyen de communiquer, c'est tout simplement d'inviter les journalistes en Israël et qui découvrent ce qui se passe en Israël, qui découvrent la population arabe en Israël, qui découvrent la population druze israélienne, qui visitent Jérusalem, qui visitent les sociétés de high-tech israéliennes et qui prennent et qui fassent un peu de tourisme et qui comprennent ce qui a été construit depuis 1948. Je pense que moi, je me rappelle quand j'étais dans l'unité de négociation, quand on a sorti les colons les plus durs de Gaza. Et on croyait franchement à l'époque où on a quitté Gaza, donc il y a 15 ans, que c'était une opportunité de construire, de voir Gaza se développer comme s'est développé Singapour ou Israël ou d'autres pays, d'autres régions, et d'avoir l'opportunité de créer une économie solide dans l'intérêt de la population palestinienne. Il n'y a plus un seul Israélien qui est aujourd'hui installé à Gaza, et depuis qu'on a quitté Gaza, on a reçu plus de 200 000 roquettes et missiles sur Israël. Imaginez en France qu'après le retrait de l'Algérie, qu'on ait reçu sur la métropole un missile de l'Algérie vers la métropole. Là, on a reçu 200 000 roquettes et missiles. C'est inimaginable et c'est inacceptable. Et c'est là où on doit mettre fin à cette démarche. Maintenant, je crois qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de journalistes qui visitent ce qui se passe en Israël, mais également qui visitent ce qui se passe à Gaza. Il y a en fait, il ne s'agit pas seulement Gaza dépend économiquement d'Israël. C'est Israël qui fournit l'eau, l'électricité, le fuel. C'est aberrant. Ils ont une frontière commune avec l'Égypte, mais les Égyptiens ne veulent pas des Gazaouis. Donc on est dans une situation où il y a une totale dépendance parce que tout l'argent qui a été fourni par les Qataris et par l'Iran, il a été destiné à une chose, et d'ailleurs l'Union européenne, à financer l'infrastructure terroriste du Hamas. Donc, on est ravi d'accueillir
d'accueillir plus de journalistes, de faire mieux connaître ce qui se passe en Israël, mais en fait, ça ne résoudra pas notre problème par rapport au Hamas, au Hezbollah et à d'autres organisations terroristes. On a des questions sur l'après, c'est-à-dire, est-ce que est-ce qu'il y a des groupes de travail sur le sujet au sein du gouvernement ou de l'administration israélienne? Est-ce que quel serait l'interlocuteur? Est-ce qu'il y a un interlocuteur? Est-ce qu'on peut imaginer que si le Hamas est détruit, eh bien, il n'y a pas un autre groupe extrémiste qui prenne sa place et ainsi de suite? C'est-à-dire, comment on peut s'organiser l'après et quel type d'après on peut imaginer en fonction de ce qui se discute aujourd'hui? D'abord, il y a des groupes qui commencent à y travailler. Moi-même, on m'a demandé de revenir dans mon unité de négociation parce qu'il y a une cellule qui va réfléchir sur ces points. Mais je pense que ce qui est clair du côté israélien, c'est qu'il n'est plus question aujourd'hui de ne plus contrôler les frontières et de faire en sorte que Israël devra contrôler tout l'équipement qui va rentrer dans Gaza. Parce qu'on ne peut pas se permettre de voir une autre organisation s'armer à nouveau après cette opération. Donc ça, c'est une donnée qui est claire, qui change les donnes. Ça peut vouloir dire qu'on va prendre le contrôle de l'axe de Philadelphie. Ça peut vouloir dire qu'on va prendre également une bande de territoire sur Gaza qui va sécuriser tous les alentours de Gaza. Les, dans la culture régionale, perdre des hommes, c'est pas toujours très grave, mais perdre une bande de territoire, c'est quelque chose qui est la pire des choses qui peut arriver pour les leaders. Donc, quelque part, l'idée de dire vous avez attaqué Israël et vous avez un prix à payer, vous allez perdre une bande de territoire qui va nous servir de zone de sécurité, ce sera sans doute un prix à payer. Mais il est hors de question qu'on ne contrôle plus les frontières. Oui, mais est-ce que c'est pensable qu'Israël s'arrête là et continue sur la logique du statu quo, qui aurait à minima des conséquences énormes en termes d'image, pour l'image d'Israël dans le monde, quoi? Nous, on souhaite qu'il y ait une solution, qu'il y ait un leadership alternatif. Le problème, c'est quand à l'époque, le Fatah avait pris le contrôle, dès on s'est retiré de Gaza, le Hamas a tué à peu près 200 leaders du Fatah dans la bande de Gaza. Et tant que cette bande de territoire, elle est armée, on ne pourra pas trouver une solution pacifique. Maintenant, je ne vois pas l'UNIFIL combattre les Gazaouis s'ils sont armés. Il se peut qu'il faille trouver une autre solution, il faut y réfléchir, mais ce que je pense qui est une condition sine qua non pour trouver une solution, c'est qu'il y ait plus de possibilités de transférer de l'armement dans la bande de Gaza. Et la bande de Gaza pouvant être confiée à une administration internationale, du type de ce qui se fait au Kosovo, par exemple. Ouais, en fait, on a vu également, il y avait une décision, je crois, c'était 1707 de l'UNIFIL, des Nations Unies, comme quoi il n'y a pas un soldat, pas un terroriste du Hezbollah qui va au sud du Titani. Okay, et finalement, les forces de l'UNIFIL n'ont rien pu faire contre le Hezbollah. Ils sont installés jusqu'à la frontière israélienne aujourd'hui. Donc, il faut peut-être une force internationale, mais il faut également, alors si, je ne sais pas si ça va être le Fatah ou ça va être une autre organisation qui prendra les rênes, mais on n'acceptera plus en tout cas de créer une infrastructure militaire dans la bande de Gaza. Et à mon avis, on n'acceptera pas non plus qu'il y ait une infrastructure militaire du Hezbollah au sud du Litanie. On a vu le prix qu'on a payé sur les villages qui étaient autour de Gaza. On ne peut pas payer le même prix sur les villages qui sont au nord d'Israël. Et la compréhension d'Israël sur la tactique, les tactiques du Hezbollah, parce que vu d'ici, vu de loin, vu de France, on se dit qu'on n'y comprend pas grand-chose sur le jeu du Hezbollah.
De la même manière que le Hamas a pris en otage la population palestinienne, le Hezbollah a pris en otage la population libanaise. Ils s'en fichent de la population civile, ils tirent sur les civils. Maintenant, en ce moment, le Hamas tire sur les civils qui veulent aller vers le sud. Le Hezbollah se fiche de la population civile. Leur économie, l'économie libanaise est ruinée. La plupart des chrétiens ont quitté le Liban. Euh, Même les chiites, la majorité des chiites ne veulent plus le conflit contre Israël. Parce qu'ils savent que ça va ruiner l'économie libanaise qui est déjà dans une situation catastrophique. Donc, à un moment donné, encore une fois, tant qu'on n'agit pas à la source, et la source du problème est en Iran, cette problématique sera toujours la même. Donc, il faut trouver une solution à la source, et j'espère que Israël ne devra pas agir seul contre l'Iran. Bon, ben, c'est assez clair. Le travail paraît énorme à faire, mais c'est clair, il faut désigner l'ennemi, ce que tu as fait ce soir. Bon. En tout cas, Je ne sais pas si on prend d'autres questions. On a répondu aux questions sur l'économie. Il y a une résilience je réponds, de la tech, mais évidemment, il y a des secteurs qui vont souffrir, qui sont l'immobilier et le retail. oui, je pense qu'ils vont d'autant plus souffrir parce que d'abord, on a eu déjà la crise du corona, mais puis on a également les taux d'intérêt très élevés qui pèsent sur l'économie israélienne et sur l'immobilier, comme on le voit d'ailleurs en France, mais c'est encore plus marqué en Israël. Donc on a des vrais problèmes, mais c'est vrai que le seul secteur qui jusqu'à présent n'a pas été trop affecté, ça a été le secteur de la high-tech, mais il faut voir également les chiffres. On a eu 25 milliards de dollars investis par les fonds de venture sur la high-tech israélienne en 2021. L'année dernière, on était passé de 25 milliards, on est passé il y a 2 ans de 25 milliards à l'année dernière à 7 milliards de dollars, et aujourd'hui, on est à un rythme, on va finir 2023 à peu près à 5 milliards de dollars. C'est vrai qu'en chiffres, le montant est quand même extraordinairement élevé. Si je compare par exemple un pays comme l'Italie, il n'y a que 300 millions de dollars qui ont été investis dans la high-tech en Italie contre 5 milliards de dollars en Israël. Donc, il s'agit de montants extrêmement élevés. Il y a encore aujourd'hui à peu près 100 licornes en Israël, ce qui est un nombre de licornes qui est supérieur à l'ensemble des licornes de l'Union européenne. Les licornes, c'est des sociétés qui sont des sociétés privées qui ont une valeur de plus d'1 milliard de dollars. Donc, l'économie israélienne la high-tech se porte encore très bien, même s'il y a une baisse des investissements qui ont été déployés. Puis, il y a, il y a toujours cette fameuse phrase où on dit le meilleur moment d'investir, ce sont des canons. Et je crois que les gens qui vont investir aujourd'hui sont ceux qui vont bénéficier des meilleures opportunités. Enfin, nous, en tout cas, en tant que fonds, on déploie aujourd'hui beaucoup plus d'argent parce qu'on pense que c'est le bon moment pour soutenir les entreprises israéliennes et que les valorisations sont devenues extrêmement raisonnables. Alors, peut-être une dernière question, un dernier ensemble de questions autour de est-ce que tu crois encore à la solution de deux États et comment on s'y prend? À titre personnel, j'y crois et je pense que la plupart des Israéliens y croient. Je fais partie d'une organisation qui s'appelle Breaking the Impasse. C'est une organisation il y a des leaders de la société civique israélienne et de la société civique palestinienne qui se rencontrent et qui essayent de créer des échanges. Notamment, on a créé un incubateur à Ramallah, on a euh, permis à des entreprises israéliennes d'investir ou des sociétés internationales d'investir euh, dans disons, à recruter des professionnels à la fois à Gaza et en Judée-Samarie. Mais l'homme le plus actif dans cette organisation, c'était probablement Eyal Waldman, qui a vendu sa société pour 7 milliards de dollars, qui était le premier à avoir embauché des Arabes à Gaza
et en Judée-Samarie. Et Eyal Waldman a perdu sa fille le 7 octobre, qui est allée danser dans cette partie pour la paix. Donc, on voit, et puis moi-même, je me rappelle le jour où on avait investi dans ce incubateur à Ramallah, et on avait envie de voir les entreprises. Donc, on est venu avec un petit groupe d'investisseurs de la high-tech pour rencontrer ces entrepreneurs qui étaient dans cet incubateur à Ramallah. Et le jour où on est arrivé, on s'est rendu compte, on a vu que la salle était vide. En fait, l'ensemble de ces entrepreneurs n'ont pas pu venir parce qu'ils étaient menacés par le Hamas. Donc, même s'il y a une bonne volonté du côté israélien et des leaders de la société civile palestinienne, à partir du moment où il y a une organisation terroriste comme le Hamas qui menace les gens de bonne volonté, que ce soit à Gaza, que ce soit en Judée-Samarie, c'est foutu. Donc, le problème doit être résolu à la source. Comment neutraliser ces organisations terroristes? Une fois que ce travail aura été fait, je pense qu'à ce moment-là, on pourra réfléchir sur la création d'un État palestinien aux côtés de l'État israélien quand cet État palestinien sera complètement démilitarisé. Ce n'est pas demain la veille. Mais ce que tu dis, on peut le voir de manière positive même, c'est que à partir du moment où le Hamas sera éliminé, alors la perspective d'un État palestinien sera beaucoup plus crédible. C'est un long process parce que le problème du Hamas, c'est que non seulement ils contrôlent militairement la bande de Gaza, mais ils ont contrôlé les écoles, le système éducatif, la culture, les valeurs. Quand vous regardez ce qui s'est passé le 7 octobre, les gens qui ont passé la frontière, pas seulement les 2000 ou 3000 terroristes du Hamas, il y avait énormément de civils qui sont venus participer à cette fête. Et il y a vraiment un changement de fond qui doit être opéré. Et tant que les écoles aujourd'hui enseignent qu'il faut vraiment éliminer Israël et qu'il n'y a qu'un État qui est possible, qui est l'État djihadiste, c'est pas quelque chose qui peut être transformé du jour au lendemain. Donc même si une grande partie de la population, je rappelle, à un moment donné, il y avait une enquête auprès des gens qui ont voté pour le Likoud, il y avait 67% des gens qui ont voté pour le Likoud qui étaient en faveur de deux États. Okay. Maintenant, c'est plus le cas parce que, évidemment, quand on a ces attaques terroristes et des gens qui ont de la bonne volonté comme Eyal Waldman, plus personne aujourd'hui ne veut faire affaire avec le Hamas, avec Gaza, tant que le Hamas ou même a un pouvoir d'influence sur la population. Donc c'est un processus qui va être très long et ce processus ne concerne pas seulement le problème de démilitarisation, mais également un problème, il faut changer le livre d'école, il faut qu'il y ait d'autres valeurs et d'autres leaders qui puissent avoir assez de pouvoir d'influence auprès de la population palestinienne pour changer les choses. Et ça va durer très longtemps. Merci mille fois. Alors pour terminer, juste, j'ai plusieurs questions sur est-ce que tu pourrais donner des conseils d'investissement? Alors je ne sais pas si tu veux le faire là ou nous envoyer un mail ou quelque chose. On avait plusieurs questions sur si tu as quelques idées. Le mieux, c'est que les personnes qui le souhaitent, si tu peux partager mon email qui m'envoie les questions en direct et selon ce qui les intéresse, je peux les orienter. Si par exemple, il y a une association que je supporte depuis plus de 20 ans. Je suis dans le conseil d'administration d'une association qui s'appelle Sarel. Sarel a été créée en 1982 par le général Davidi et qui, pendant la première guerre du Liban, on avait besoin d'aide et il y a eu des volontaires. On a à peu près 4000 volontaires par an qui arrivent en Israël, dont à peu près 1000 de France. On a eu un petit groupe de 32 volontaires de français médecins qui aujourd'hui travaillent dans les bases militaires israéliennes pour donner le premier secours à des soldats qui ont été blessés avant qu'ils arrivent jusqu'aux hôpitaux. Donc c'est une nouvelle initiative. Et jusqu'à présent, tous les volontaires payaient leur voyage, venaient en Israël et travaillaient dans les bases militaires. Le problème, c'est que depuis
qu'on a ce conflit, on ne peut pas les loger dans les bases militaires, donc on doit trouver un logement pour ces personnes-là. Même si jusqu'à présent on arrivait à gérer le flux de volontaires qui venaient de tous les pays du monde, puisqu'on a 56 pays représentés chaque année, aujourd'hui on a un problème de financement de Sarel parce qu'on doit loger ces personnes. Donc si quelqu'un souhaite aider Sarel, je pense que c'est une association qui fait beaucoup de choses avec très peu de moyens, qui est extrêmement efficace, avec un budget qui est vraiment je crois que le budget annuel aujourd'hui est de 500 000 shekels, donc c'est pas grand-chose, mais avec un montant qui est très faible parce qu'il n'y a que des volontaires à part un employé, il n'y a que des volontaires dans l'organisation. Ça nous permet de faire beaucoup avec très peu de moyens. Donc, vous pouvez aider Sarel. Je vous rappelle qu'on a fait un accord, nous, j'aime, avec la tête et le Fonds social, Oui, également, que tu connais très bien, évidemment, Édouard Latête et Gilles Darmon, pour investir auprès des oui, familles déplacées, soit du Sud, soit du Nord, et pour essayer d'aider les réservistes. Donc, vous pouvez aussi aider non seulement Sarel, mais la tête. Et puis, vous pouvez aussi aider GEM parce que nous renforçons de manière importante nos moyens de sécurité. Et évidemment, tout ça coûte pas mal d'argent. Donc, soyez généreux, c'est le moment ou jamais. Édouard, merci mille fois. C'était, comme je l'ai là dans les questions que je l'ai sous les yeux, passionnant, concret, vivant. Et notre défi, c'est d'arriver à faire circuler en France les messages que tu nous as donnés, les chiffres, les faits, et on va y travailler. Merci mille fois pour ton temps et à très bientôt, ici ou là-bas, là-bas ou ici, en tout cas ensemble. Merci beaucoup, hein. Merci à vous merci. de vous être libérés. Merci, hein. Merci, ça fait très plaisir. Au revoir.